Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend. Soyez bienvenus à ce webinaire. Moi, je suis Laura Vanier. Je fais partie de l'équipe Society au sein de Möbius, qui est dédiée au secteur public. Et je vais vous présenter mon collègue Colline Questiaux, qui va gérer ce webinaire pour vous aujourd'hui. Qui pour l'instant travaille pour plusieurs administrations comme le Forum, le SPV et entre autres aussi le NFVB. Voilà, je donne la parole à Colline. Bonjour à tous. Donc, comme ma collègue l'a introduit, je m'appelle Colline, je travaille pour Möbius comme consultant dans le secteur public, mais également dans le secteur de l'économie circulaire. Et ces derniers mois, j'ai eu la chance d'apprendre à maîtriser pas mal de nouveaux outils en très peu de temps. Et si le Covid m'a apporté quelque chose de positif, je pense que c'est bien cette innovation dans nos pratiques. Et j'ai été de plus en plus sollicitée par des clients sur cette question. Comment organiser, faciliter des réunions ou des ateliers digitaux, donc à distance. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un condensé de mon expérience, mais aussi d'expérience d'autres collègues consultants chez Möbius. D'habitude, je fonctionne en mode très interactif quand je donne une formation. J'aime bien expliquer les concepts et puis donner des exercices pour directement apprendre par la pratique. Ici, on est un relativement grand groupe et en plus en format webinaire. Donc, c'est surtout moi qui vais parler. Et je vais essayer de vous montrer autant d'exemples concrets que possible. Si vous souhaitez poser des questions, je vous propose de le faire dans le chat. Donc, vous avez normalement une petite box questions. Et alors, j'y répondrai en fin de séance. L'objectif de la session aujourd'hui, c'est vraiment de vous constituer une mallette à outils remplie de techniques et d'outils digitaux que vous allez pouvoir utiliser pour animer des ateliers en ligne. Pour cela, on va parcourir différents points, des techniques d'animation de workshop en ligne ou d'atelier, un focus particulier assez court sur les processus, étant donné que c'est un domaine d'expertise de Möbius, un aperçu de différents outils de collaboration en ligne, et à la fin, une séance de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions pratiques. Alors, pour commencer, on attaque les techniques d'animation de workshop en ligne. Comme pour une réunion physique, le succès d'un atelier ou d'une réunion dépend beaucoup du facilitateur. Alors, on appelle facilitateur de réunion ou modérateur ou organisateur. Et ce qui est super important, c'est que non seulement le facilitateur va devoir consacrer une partie de ses efforts pendant l'atelier pour favoriser la collaboration entre les parties prenantes, mais qu'il y a aussi énormément de travail avant et après. Avant de préparation et après pour retravailler le matériel, encourager le feedback, ce genre de choses. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie préparation. Pourquoi? Parce qu'elle est fort similaire à l'organisation d'un atelier en physique. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à identifier son public cible, identifier l'objectif de l'atelier. En fonction de l'objectif de l'atelier, choisir une méthode ou un outil pour animer cet atelier et faire en sorte d'atteindre l'objectif. Planifier la réunion, réserver une salle, envoyer un rappel quelques jours à l'avance. Ça ne change pas beaucoup, que ce soit en digital ou en physique. Par contre, quelque chose de très important pour le digital, c'est la préparation des supports. Donc, le fait de préparer les supports quelques jours à l'avance, mais surtout de les partager vers les participants, c'est vraiment un point fort pour un atelier digital. Pourquoi? Parce qu'un participant qui fait face à son écran, s'il doit jongler entre différents onglets, c'est pas toujours facile. Et donc, le fait d'envoyer parfois la présentation à l'avance ou la note qui va être discutée, ça permet à certains de l'imprimer, à certains d'avoir le temps de la lire auparavant. Et donc, ça, c'est vraiment super important, tant de partager les supports que l'agenda à l'avance. Il y a beaucoup de gens, de participants qui aiment bien savoir à l'avance de quoi on va discuter. Donc ça, c'est vraiment la partie avant. Une fois qu'on arrive dans l'atelier, il est super important de bien réussir son introduction pour créer une dynamique de groupe qui va faire que tout le monde va s'impliquer tout au long de l'atelier. Comment est-ce qu'on fait ça? Je l'ai dit, en partageant, en prévenant déjà à l'avance les participants de quoi est-ce qu'on va parler et de le répéter au début de l'atelier et de bien repréciser l'objectif de la réunion. Donc, il ne faut pas hésiter au début de l'atelier à répéter
Pourquoi est-ce que nous sommes réunis ici tous aujourd'hui? Quel est l'objectif de cet atelier? Pour engager les participants, une autre technique est de leur attribuer des rôles. Donc de dire, ok, je propose que toi tu sais garder du temps, que toi tu sois scribe, et ça permet d'impliquer et d'engager les différents acteurs qui sentent qu'ils ont un rôle actif au-delà de juste rester derrière leur écran à écouter quelqu'un parler. Ça, c'est intéressant aussi. Et enfin, convenir d'un ensemble de règles pour que la réunion et l'atelier se passent de manière optimale pour tous. On parle presque maintenant d'une étiquette du digital. Il y a des règles qui sont rentrées vraiment dans les normes. Se mettre sur mute si on ne prend pas la parole, je pense que tout le monde a adopté le réflexe. Mais c'est bien de poser les bases au début de l'atelier et de dire, voilà, comment est-ce que nous, en tant que groupe, on veut travailler ensemble. Le fait de rester concentré, d'éviter peut-être d'éloigner son smartphone, d'éteindre les notifications. Ça, c'est quelque chose qui peut être décidé voilà, en concertation avec le groupe, comment est-ce que nous, on veut travailler. Le fait d'utiliser la vidéo pour rendre les interactions plus vivantes. Alors, ça plaît pas à tout le monde, mais franchement, ça fait la différence. Ce qui est possible quand on n'a pas toujours une bonne connexion, c'est pas de mettre la vidéo en continu, mais de mettre la vidéo seulement quand la personne parle. Ça, c'est possible aussi. Et ça rend quand même les interactions beaucoup plus intéressantes. Je reçois souvent la question, est-ce que c'est mieux si la réunion est enregistrée ou pas? Moi, je réponds oui. Pourquoi? Au cas où les participants sont absents, c'est intéressant pour eux de voir ce qui s'est passé et de pouvoir assister à la réunion même en différé. Et surtout aussi pour la personne qui va retravailler les notes après. C'est intéressant d'avoir l'enregistrement. Après, c'est seulement à condition que les personnes aient marqué leur accord. Et encore mieux qu'on puisse effacer la vidéo un mois après. Comme ça, on est sûr que ça ne reste pas des années. D'autres règles à prendre à l'avance. Comment est-ce qu'on va poser une question via la main, via le chat, via en direct. Et alors l'importance de poser. L'importance de faire des pauses. Nous, on suit la technique du Pomodoro, donc qui est une technique qui permet de diviser le temps de travail en intervalles. Et on propose 15 minutes de pause toutes les 5 minutes. Ça permet à chacun de s'aérer, d'aller boire un café. Voilà. Et ça fait du bien. Donc un petit exercice à faire voilà, avec les participants, définir des règles en début d'atelier. Un autre moment important de l'introduction, c'est comment mettre les participants à l'aise. À l'aise entre eux, comment est-ce qu'ils peuvent faire connaissance, et à l'aise avec l'outil, puisqu'on passe souvent par un outil digital, que ce soit un outil de vidéoconférence, un tableau blanc, peu importe. Alors, je vous avais envoyé à l'avance le petit exercice facultatif avec des questions un peu amusantes, ça c'est une possibilité. D'autres techniques pour casser la glace, pour que les participants sentent qu'ils vont être écoutés dans le groupe. Il est possible de se présenter chacun avec un objet qui nous caractérise. Donc, vous faites le petit exercice, vous demandez à quelqu'un, trouvez quelque chose chez vous qui vous caractérise en 2 minutes et venez le présenter devant tout le monde. Ça peut être un livre de mots croisés, ça peut être un livre de recettes de cuisine parce qu'on aime la cuisine. Ça, c'est un chouette exercice. Un autre, c'est de commencer la réunion en montrant son humeur via un GIF. Donc, nous, on le faisait en version physique avec les cartes du jeu Dixit. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette technique. Ça marche super bien avec son GIF aussi, avec un GIF aussi. Donc, chacun commence par donner un GIF en disant, OK, je suis motivée, non, aujourd'hui, je suis fatiguée. Et ça permet de sonder l'humeur un peu des participants. Ça, c'est 2-3 techniques pour mettre les participants à l'aise entre eux. Mettre les participants à l'aise avec l'outil, c'est super important aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que les problèmes techniques. Donc, si l'application est nouvelle pour votre public, si elle n'a jamais travaillé avec ce nouvel outil, il faut prévoir du temps pour l'apprentissage, que ce soit pendant l'atelier, en expliquant directement aux gens comment faire, ou via une petite session d'apprentissage, peut-être 1 ou 2 jours avant, de 30 minutes, en disant, voilà, les personnes qui ne connaissent pas l'atelier, moi, je veux bien leur expliquer. Et comme ça, tout le monde arrive prêt le jour de la réunion, et tout le monde voilà, est équipé de la même façon. Ça peut être une bonne technique aussi. Dans tous les cas, il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à une bonne introduction. Une bonne introduction n'est clairement pas une perte de temps, que ce soit de remettre le contexte, que ce soit de faire en sorte que les participants se connaissent, que les participants maîtrisent l'outil. Il faut investir dans les introductions. C'est vraiment là que se pose la base qui permet après de travailler ensemble de manière efficace. En termes de techniques d'animation, ici je vais en vous présenter plusieurs. C'est bien sûr à vous de choisir selon le sujet de votre atelier, l'objectif, votre culture d'entreprise, selon le public à qui s'adresse l'atelier. Donc c'est vraiment une mallette à outils, à vous de prendre ce qui vous convient le mieux. Une première technique, c'est la réflexion en sous-groupe.
Pourquoi? Parce que parfois, certaines réunions en vidéoconférence, on se retrouve avec des très grands groupes, c'est pas toujours facile, on a peur de se couper la parole, on ne sait pas quand on peut compléter l'idée de son collègue ou pas, il y a des personnalités qui restent plus en retrait. Et donc, il ne faut pas hésiter à créer des sous-réunions, des sous-groupes et promouvoir cette réflexion en plus petits groupes. Il y a des personnes qui osent mieux s'exprimer s'il y a moins de personnes autour d'elles et de créer des tables de discussion. Selon les outils utilisés, il est possible de créer des espaces dans un même lien, par exemple via Zoom, ou alors sur Teams. Il suffit de créer différents liens et d'envoyer différents liens aux participants en leur disant, voilà, vous allez faire partie du groupe 1, de la table de discussion 1, de la table de discussion 2, de la table de discussion 3, qui peuvent ou bien discuter des mêmes thèmes ou bien de thèmes différents. Et alors, on commence toujours par une introduction en plénière. Donc, tout le monde ensemble dans le même lien Teams, par exemple. On leur explique l'objectif et le déroulement. Chacun quitte la réunion plénière, se retrouve dans des réunions différentes, discute éventuellement d'une thématique, et puis reviennent en réunion plénière pour rapporter le contenu des discussions. C'est super important de ne pas lâcher ces groupes dans la nature, mais que pour chaque table, il y ait un facilitateur ou un leader ou un rapporteur, quelqu'un qui maîtrise l'objectif de l'atelier et qui peut voilà, un peu guider les discussions. Ça marche super bien. Une autre technique, c'est de demander aux participants une préparation individuelle et puis de revenir en grand groupe. Pourquoi? Parce que certains sujets demandent de la réflexion avant la discussion. Et si on pose la question comme ça de but en blanc, les gens n'ont pas toujours le temps de structurer leurs idées. Et donc, on leur crée un espace d'expression en ligne, là où ils peuvent réfléchir, un genre de bac à sable. Et puis, tout le monde regroupe ses idées et on en discute ensemble. Je vais vous montrer un exemple directement. Ici, dans un tableau blanc qu'on avait créé, le but de l'exercice, c'était ici de débriefer des expériences positives et négatives par rapport au fonctionnement d'un service. Ça, c'était ce à quoi on voulait arriver. Comment on l'a fait? On a créé des tableaux blancs pour chaque participant pour qu'il ait le temps de réfléchir de manière individuelle. Donc moi, Justine, j'avais 5 minutes pour réfléchir à mon post-it, écrire ce que je trouvais de positif dans le fonctionnement individuel du service, la collaboration, par exemple. Je trouvais ça positif. Je préparais mes idées dans ma zone individuelle. Et puis, au moment de la consolidation, tout le monde est venu plaquer son idée sur le même tableau et on les a débriefés tous ensemble. Ça marche vraiment bien aussi. Je reviens à ma présentation. Et on a souvent des idées plus constructives et de meilleure qualité, si les gens ont le temps de préparer de manière individuelle. Une alternative à ça, c'est de le faire de manière séquencée. Donc toujours ce même concept, une préparation individuelle, un débriefing en groupe, mais via des réunions différentes. Et ça, c'est vraiment une possibilité unique offerte par le digital, parce qu'en physique, on ne va pas prendre le temps d'organiser 3 réunions de 20 ou 30 minutes. Chacun perd le temps de déplacement, c'est vraiment pas pratique. En digital, c'est possible. Comment ça marche? Une première réunion où le facilitateur explique le concept, l'objectif de l'exercice. Donc, par exemple, moi, ma question, c'est comment réinventer notre programme de subsides à l'intention des agriculteurs? Voilà, ça, c'est ma question en tant que chef d'équipe. Chacun reçoit quelques jours pour préparer une idée et venir la présenter lors de la réunion numéro 2. Chacun arrive avec son idée, qu'il a déjà eu le temps de maturer un peu de manière individuelle. Et les participants se challengent l'un l'autre en disant « Ah, je trouve ça super que tu aies pensé à ça. Est-ce qu'on ne peut pas combiner avec cette idée-là quelque chose comme ça ?» Ils se challengent et puis on laisse un peu plus de temps à chaque participant pour revenir avec l'idée qui, cette fois, a évolué grâce au feedback du groupe. Ça, c'est super intéressant comme technique quand on a vraiment des questions de fond et qu'on veut arriver avec des idées mûres. Ça laisse le temps à chacun de réfléchir de manière individuelle et de se nourrir du feedback du groupe. Alternative très intéressante. Alors ici, j'ai présenté quelques techniques. Un défi auquel on fait souvent face lors des ateliers digitaux, c'est que les réunions digitales permettent d'être très efficaces pour régler des points factuels. Donc, par exemple, est-ce que tout le monde a fait ses tâches de la semaine? Oui, non, ça va très vite. Gérer le business as usual, c'est facile en digital. C'est faisable, en tout cas. Et ça permet ça a permis à beaucoup d'entreprises de rester à flot pendant le Covid. Le problème, c'est d'être créatif, d'être innovant face à son écran.
Si on veut vraiment travailler sur des perspectives futures, élaborer une nouvelle vision, créer un nouveau produit ou développer un nouveau service, ce qui faisait souvent l'objet de mise au vert quand on parlait en version physique. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué via le digital. L'innovation n'est pas facile. Et donc, les prochaines techniques que je vais présenter sont dédiées spécifiquement à ça, à créer des espaces de brainstorming et à vraiment encourager la créativité des participants. La première, c'est le Scamter. Donc, c'est en fait une technique de psychologie très connue et qui est inspirée, qui est en fait juste traduite du Scamper en anglais et qui est une technique voilà, pour favoriser le changement. Favoriser le changement comment? En testant des idées sous différents angles. Donc, comment ça se passe? J'ai une question, moi, et je vais l'attaquer via différents angles. Est-ce que, par rapport à mon produit ou à mon service, je peux y substituer quelque chose, le combiner, l'adapter, le modifier, lui trouver une autre utilisation, éliminer certains éléments ou les réarranger? Ça a l'air assez abstrait comme ça, je vais vous montrer directement un exemple, ça vous semblera plus concret. Si je veux réinventer le Big Mac, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'adapter à différents contextes, les nouvelles tendances, proposer un burger vegan, des contextes particuliers de saveurs culturelles, proposer du bœuf, du Kobe au Pérou plutôt que du bœuf par exemple. Je peux modifier, ça veut dire changer certains éléments, la sauce, la viande. Combiner divers éléments, donc combiner mon offre de Big Mac avec des frites et un dessert, avec une box cadeau pour attirer les enfants, substituer certaines activités, comme la vente au guichet qui se transforme en self-service chez McDonald's, combiner l'ordre des activités en cuisine pour être plus efficace, et réarranger mon produit, comme dans les restos gastronomiques où maintenant on déguste les burgers déstructurés à la fourchette, ou éliminer certains éléments comme faire un hamburger avec uniquement du pain et de la viande, j'enlève le fromage, j'enlève la tomate. Et comme les Américains, lui trouver une autre utilisation, c'est-à-dire mettre un burger dans une pizza. Je vous assure que ça existe. Ici, l'exemple, voilà, c'est juste pour que vous compreniez à quoi sert cette technique. Moi, j'ai parfois des discussions quand j'utilise cette technique. Oui, mais moi, je pense à cette adaptation-là, mais est-ce que c'est plutôt adapté ou modifié? Je comprends pas trop la différence. C'est pas l'important. L'important de cette technique, c'est vraiment de permettre de générer des idées et de les tester. On s'en fiche dans quelle catégorie ça appartient. Et ça fonctionne très bien pour attaquer un problème abstrait et le découper en petits morceaux. Par exemple, allez, je l'ai utilisé pour la question comment gérer les guichets en période Covid. Ben voilà, je peux éliminer certaines tâches, peut-être qu'il y a certains papiers administratifs pour lesquels il n'y a pas besoin que les gens viennent au guichet, substituer, proposer un service digital, trouver un autre emploi pour ceux qui accueillent, donc les agents des guichets, modifier certains éléments, réarranger le parcours pour qu'ils arrivent et qu'ils puissent arriver et repartir en toute sécurité. Donc voilà, c'est avoir les questions qui vous occupent, mais ça peut bien marcher pour découper un gros problème abstrait en plusieurs petits morceaux. Une autre technique d'animation de workshop en ligne, c'est le brainwriting, donc littéralement l'écriture de cerveau. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet de réunir un maximum d'idées en très peu de temps. Comment ça se passe? Chaque participant reçoit un post-it, ça peut se faire aussi en physique avec un papier, et il note son idée. Donc on lui pose une question et lui note son idée pour y répondre. Le participant passe cette idée-là à son voisin et son voisin va s'inspirer de cette idée-là pour réagir, l'améliorer, lui donner d'autres pistes pour poursuivre, toujours dans la même veine que le participant numéro 1. Et voilà, chaque idée passe chez l'ensemble des participants et à la fin revient chez le participant qui avait émis cette idée-là, donc ici par exemple le participant numéro 1, qui lui va résumer son idée qui a été enrichie par les collègues. Je vais vous montrer un exemple. Et ça va très vite, hein. On peut laisser 2-3 minutes à chacun pour enrichir l'idée du précédent. Ici, c'est un exercice qu'on avait fait dans le cadre du projet qu'on accompagne, le Challenge Plastics. Et la question était donc comment utiliser, comment produire, comment consommer moins de plastique. Et donc les participants, chacun avait fourni une idée qui a été revue et qui ensuite a fait l'objet d'une synthèse. Vous verrez ensuite, on utilise encore les résultats du brainwriting pour un autre exercice. Mais donc ici, on obtient vraiment beaucoup de résultats en très peu de temps. Alors, ce qui est bien, ok, on aura reçu un maximum d'input,
On aura reçu beaucoup de contenu, je le dis ici, il y a beaucoup de techniques qui permettent d'obtenir, de générer beaucoup d'idées. Après, souvent, il faut l'organiser. Sinon, on est vite submergé, que ce soit en tant que facilitateur ou en tant que participant. C'est bien d'avoir des idées, mais après, comment est-ce qu'on les priorise? Alors, il y a une technique simple qui est le vote. Que ce soit par exemple via un chat sur Teams, donc on met des idées alors dans le chat et chacun peut mettre son pouce levé s'il vote que l'idée est bonne ou pas, que ce soit via des gommettes virtuelles, donc on peut proposer plein d'idées sur les post-it comme on avait juste avant, et puis chacun vient placer une gommette s'il trouve que cette idée-là est pertinente, que ce soit via une fonction de vote spécifique, sur Miro par exemple, l'outil ici que j'utilise, il y a une fonction vote spécifique. Il y a moyen aussi de poser des questions directement face caméra, donc en posant une question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ou ce concept-là ou pas? Et alors d'utiliser le point. Le point, c'est je ne suis pas du tout d'accord. 1, c'est un peu d'accord, plus d'accord, moyennement d'accord, fortement d'accord, complètement d'accord. Et donc là, c'est possible aussi d'utiliser le point. Ça marche aussi évidemment en physique. Mais c'est toutes des techniques qui permettent voilà, de prioriser et de sélectionner les idées qui convainquent le plus au sein de l'équipe. Alors ici, c'est juste par rapport à une seule question générale. Choisissez parmi toutes ces idées celles qui pour vous devraient être mises en place en premier. Il y a moyen de prioriser aussi par rapport à certains critères. Et donc là, on est plus dans le concret. On utilise une matrice et on évalue les idées qui ont été proposées par rapport à des critères prédéfinis. Donc, quand je vous ai montré l'exercice de brainwriting sur comment diminuer le plastique, dans une deuxième étape, on a demandé à chaque participant de prendre son post-it de synthèse, donc qui résumait toutes les idées discutées, et de venir le placer sur une matrice dont les axes avaient été décidés par le groupe projet. Donc, est-ce que l'idée est facile à réaliser ou pas? Est-ce que l'idée est familière ou plutôt innovante? Et chaque participant est venu avec son post-it le placer ici. Ce qui permet après de structurer en disant, OK, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les idées innovantes et difficiles à implémenter. Hop, et on prend cette catégorie-là. Après ces techniques donc pour générer des idées et pour les prioriser, je vais passer quelques minutes sur les trucs et astuces liés à l'animation des ateliers en ligne. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui reviennent très souvent et donc autant que je vous partage nos bonnes astuces. Un des plus grands défis en tant que facilitateur, c'est de rester aussi inclusif qu'en version physique, de faire en sorte que tout le monde participe. Alors, comment faire ça? Pour faire en sorte que tout le monde participe dans les discussions, il est important en tant que modérateur de bien connaître les noms des participants avant l'atelier et de faire en sorte que tout le monde participe, soit en s'adressant directement à les personnes où on voit que voilà, elles prennent pas trop la parole, soit en commençant un tour de table. Et alors là, c'est peut-être plus subtil, plutôt que de s'adresser directement à quelqu'un qui ne prend pas la parole, mais de demander l'avis de chacun. Parfois, il peut être bon en tant que facilitateur de prendre des notes, de noter sur le côté, tiens, tel ou tel a pris la parole, mais pas encore cette personne-là. Et donc, pour se souvenir, de lui poser la question par la suite. Et toi, qu'en penses-tu? Voilà. Pour s'assurer qui s'implique, il faut aussi être sûr que les participants aient bien compris le but de l'exercice. C'est parfois pas toujours clair les instructions, donc il ne faut pas hésiter d'utiliser des supports, soit de répéter plusieurs fois la consigne, soit d'illustrer la consigne par un support visuel. Quand j'expliquais tout à l'heure le principe de la réflexion en sous-groupe, il ne faut pas hésiter à utiliser une petite flèche en disant comme ça, voilà, on va commencer par une introduction en séance plénière, vous allez réfléchir en sous-groupe dans un lien Teams séparé, et puis vous reviendrez et on partagera en séance plénière à nouveau. Une dernière astuce pour être sûr que les participants s'impliquent et s'engagent dans l'atelier, c'est le timing. Il ne faut vraiment pas prévoir des ateliers digitaux de plus de 2-3 heures grand maximum, même en mettant des pauses. C'est très fatigant, autant pour les participants que pour l'organisateur. Et donc, si par exemple, vous êtes obligé d'organiser une journée de mise au vert en version digitale, n'hésitez pas à prévoir plutôt 3 blocs de 2h30 sur des jours séparés qu'une journée entière. Vous aurez beaucoup plus d'input, ce sera beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Deuxième slide de trucs et astuces, des questions qui reviennent également très souvent. Que faire si les discussions durent trop longtemps sur un sujet? Ou que faire si personne ne prend la parole? Alors, que faire si les discussions s'éternisent sur un sujet? Parfois, c'est vrai qu'en tant que facilitateur ou qu'organisateur, on n'a pas toujours la connaissance directe du métier et approfondie du sujet dont on discute.
Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à faire appel directement aux participants en les responsabilisant, en disant, ben voilà, à l'agenda de la réunion, on avait encore 3 points différents et je vois qu'il nous reste ici 5 minutes par rapport au timing prévu. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on continue cette discussion ou est-ce qu'on passe à autre chose? Souvent, les participants vont dire d'eux-mêmes, non, c'est vrai, on peut continuer à avancer sur les autres points. Si on n'est pas sûr de l'intérêt de poursuivre une discussion ou pas, on peut aussi faire appel au chef d'équipe, donc à la personne responsable qui se trouve dans cette réunion, en lui envoyant un petit message en chat privé. Dit, excuse-moi, mais là, la discussion dure déjà depuis 10 bonnes minutes et moi, j'arrive pas à voir si c'est pertinent ou pas de la poursuivre. Qu'est-ce que tu en penses? Et selon l'idée l'avis du chef d'équipe, alors on peut décider d'interrompre la discussion et dire que ce sera traité plus tard, ou alors la laisser se poursuivre si vraiment c'est du matériel intéressant. Une autre question qui revient souvent, que faire si personne ne prend la parole? Dans un premier temps, moi je laisse toujours le silence s'installer. L'être humain trouve ça particulièrement inconfortable et donc au final il y a toujours quelqu'un qui va parler. Si ça devient vraiment bizarre, c'est pas le but non plus, alors il ne faut pas hésiter à lancer un tour de table. Comme je le disais, ça permet à chacun de s'exprimer et de relancer une dynamique d'expression ensemble. Et pour ça, j'ai un peu une slide magique. Ça, je vous conseille vraiment de l'avoir pour vos ateliers digitaux. C'est juste une table avec les noms des participants qui prennent part à l'atelier. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur Teams, sur d'autres outils, vous avez toujours les petites icônes avec les vidéos et quand vous voulez faire un tour de table, elles bougent, vous ne savez plus qui vous avez déjà interrogé ou pas. Pour être sûr de n'oublier personne, c'est simple, les gens s'expriment suivant l'ordre qui a été prédéfini comme ce serait en physique. Donc ça, c'est vraiment une slide utile qui permet de n'oublier personne. Je suis arrivée au bout des différentes techniques. Là, je vais faire un petit focus sur les processus. Pourquoi les processus? Parce que chez Mobius, nous, on a une grande expertise en matière de processus. On travaille dans le cadre d'un marché cadre avec les administrations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on a quand même pas mal d'expertise dans ce sujet et on échange régulièrement avec d'autres experts en la matière. Ce que je vous montre par rapport au processus, vous pouvez bien sûr l'appliquer par rapport à d'autres sujets. Quelques exemples concrets. Ici, donc on a présenté un processus à une cellule et l'idée c'était de réagir en 2 temps. Comment? D'abord on leur présente le processus et après ils reçoivent l'occasion de poser toutes leurs questions. Donc de prendre un post-it et de venir le coller. S'ils sont ici directement dans le tableau blanc, ils prennent un post-it, hop, moi j'ai une question par rapport à cette étape-ci, je ne comprends pas bien pourquoi ceci. Dans un premier temps, ils peuvent poser toutes leurs questions. Dans un deuxième temps, on repart du même processus, mais on leur laisse l'opportunité de réagir sur les éléments qu'ils trouvent positifs, les éléments qui, selon eux, pourraient être améliorés et les éléments qui vont poser problème. Ici, c'est un processus. Ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être une note qui va passer au cabinet. Alors là, on peut faire la même chose. Les membres de l'équipe posent d'abord leurs questions. Ils mettent en avant ce qu'ils trouvent de positif, ce qui pourrait être amélioré et ce qui pose encore problème. C'est juste voilà, une technique que nous, on applique au processus qui s'applique à bien d'autres choses. Et ça permet de structurer la discussion, de ne pas parler en même temps d'amélioration du processus et des questions de clarification et de problèmes. On structure la discussion et on laisse à chacun l'opportunité d'émettre ses idées. Une autre technique, je vous parlais tout à l'heure de priorisation par gommette. Lorsqu'on parle de processus, on identifie souvent ce qu'on appelle des goulots d'entranglement, donc des activités qui posent problème et qu'il va falloir fluidifier. Ici, on a fait l'exercice via des gommettes. On a fait cet exercice aussi, par exemple, pour un tableau de bord d'indicateurs. Donc, on avait établi un tableau de bord d'indicateurs avec plusieurs chiffres. On a demandé aux participants de venir coller des gommettes sur les chiffres qui, pour eux, avaient le plus d'intérêt à suivre pour l'équipe. Enfin, voilà, un exemple d'application des gommettes. Le dernier tableau que je veux vous présenter, c'est vraiment une bonne synthèse de différentes techniques. Je vais y revenir en mode présentation, ce sera plus simple pour tout le monde. De différentes techniques d'animation. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on est dans un grand tableau blanc et le but, c'était d'améliorer un processus de liquidation comptable. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une zone pour les participants, accessible à tous. Tous les participants ont accès à ces différentes zones. Une zone d'information utile avec, en tant que tel, le processus existant à l'heure actuelle.
une zone qui pour nous était la zone de brainstorming, là, ce à quoi on voulait aboutir, un exercice sur ce qui est positif dans ce processus, ce qui doit être encore amélioré. Et puis d'autres zones qui étaient à disposition des participants, une zone bac à sable, donc comme je le disais, de préparation individuelle. Ils ont l'occasion de formuler des idées dans une zone de préparation avant d'en discuter tous ensemble. Une zone d'inspiration, ça j'ai trouvé ça super chouette, où chacun peut venir dire, ok, moi je trouve que pour améliorer ce processus, on devrait s'inspirer de ceci ou ceci. Et que quelqu'un qui a collé une image de gens qui font la file aux Philippines, plutôt que de faire la file debout, ils mettent leurs chaussures, leurs slash, devant la file, et comme ça ils peuvent rester assis. Quelqu'un m'a dit, non, moi je trouve ce livre très intéressant, on devrait s'en inspirer. Voilà, ici c'est une zone purement d'inspiration. Et enfin, une dernière zone qui peut être utile, allez, à mon avis, dans plein d'ateliers digitaux, une zone parking. Et dans cette zone-là, on met toutes les idées qui mériteraient d'être discutées, mais qui ne sont pas qui ne font pas partie du périmètre de cette réunion. Et donc, ils doivent être traités en dehors. On a parfois des gens qui digressent, qui viennent avec des très bonnes idées, mais qui sont juste, c'est pas le moment d'en discuter. La zone parking, c'est vraiment quelque chose qui peut, ça pourrait presque être une slide magique aussi, qui permet vraiment de garder ses idées en tête et de traiter ces points, mais seulement à un moment et à un autre endroit. Voilà, ça c'était très court sur les processus. Une partie qui va sans doute vous intéresser également, c'est la partie outils. Donc comme je dis, quand on constitue sa mallette à outils, c'est bien d'avoir des techniques d'animateur, mais un rôle très important sera joué par l'outil que vous allez choisir, la maîtrise qu'auront de cet outil les membres de votre équipe. Alors, on a une chance, on va dire, c'est qu'avec le Covid, on observe une explosion du marché assez incroyable au niveau des outils. Il en existe plein, avec des multiples fonctionnalités. Ce que l'on souhaitait faire, créer un atelier, organiser une vidéoconférence, lancer une enquête digitale. Donc, selon vos besoins, vous pourrez toujours trouver votre bonheur. Ici, j'en présente quelques-uns. C'est uniquement parce que c'est ceux avec lesquels nous, on a eu l'occasion de travailler. Je vous parlais de Miro. Donc, Miro, c'est l'exercice que vous avez pu tester si vous avez fait le petit exercice facultatif. On est dans un tableau blanc, on ajoute des post-it. C'est assez interactif et je vous dirai encore quelques mots par la suite sur Miro. Cavenizer, c'est plus ou moins le même style, mais avec des canevas bien précis. Donc, si par exemple vous souhaitez établir un business model canvas, une empathy map, ce genre de choses, des modèles qui sont voilà de value proposition, des modèles qui sont déjà bien établis, ça vous permet de les remplir assez facilement, disponibles gratuitement. Trello, c'est plus de la gestion de tâches. Je ne sais pas si vous connaissez, donc souvent on fait des espèces de listes à faire, déjà fait, en cours. Et alors on suit avec des checklists, est-ce que chaque membre de l'équipe a bien fait ceci ou sa tâche de la semaine. Outspace, c'est beaucoup plus ambitieux. Là, on est vraiment dans de la gestion de projet. Ça permet de gérer, par exemple, si vous devez impliquer énormément de parties prenantes différentes, d'organiser beaucoup d'ateliers dans un seul même support et que ça reste un même récit, entre guillemets, que ça reste rassemblé et de pouvoir analyser beaucoup de réponses en même temps. Par exemple, via Outspace, vous pouvez organiser un atelier, avoir 500 personnes qui répondent à vos questions par écrit. Et grâce à des outils d'intelligence artificielle, il va collecter les réponses et vous dire, OK, voilà la réponse à votre question, que ce soit via un nuage de mots, via un petit graphique en disant bah, 75% des gens pensent ceci ou cela. Donc ici, on est vraiment à large échelle. Slido, c'est plus un outil de questions, d'enquête, pour avoir des avis. Et Teams, je pense que beaucoup de gens connaissent Teams, c'est un outil de vidéoconférence qui voilà, permet la communication. Ici, ce sont vraiment quelques exemples, mais un exercice que je vous conseille de faire, j'ai été récemment très impressionnée, c'est l'exercice ici juste après. Donc, on avait établi un tableau blanc, un tableau ici qui était complètement vide. Donc, on avait juste les titres, outils, fonctions, familiarité, envie de travailler avec l'outil, et ces espèces de flèches que vous voyez ici derrière, de 0 à 5. Et l'exercice qu'on a fait avec une équipe, c'était de dire, OK, vous avez maintenant 10 minutes, listez un maximum d'outils digitaux que vous connaissez, expliquez en 2-3 mots à quoi ils servent, et puis tous les autres participants, tout le reste de l'équipe pouvait venir plaquer un post-it avec son nom en disant, OK, entre 0 et 5, je maîtrise cet outil à échelle de 1, 2, 3. Entre 0 et 5, j'ai envie de travailler avec cet outil.
à échelle de 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, c'est ce qu'on a obtenu au final. Et ici, j'ai dû couper l'image parce qu'il y a encore plein d'outils digitaux en dessous. On est arrivé à une liste incroyable. Et je trouve que c'est vraiment ça la force du groupe, de se dire, mais en fait, dans mon équipe, si ça tombe, il y a une expertise en outils digitaux via un tel ou un tel, et ça permet d'en découvrir encore plus et de se dire, bah, peut-être que par rapport à mon objectif, il y a des outils qui sont peut-être moins connus, mais qui sont super innovants et qui pourraient être qui pourraient vraiment être exploités au service euh, de mes objectifs, de l'objectif de mon équipe, de mon département, de ma cellule. Donc ça, je pense que c'est un exercice vraiment super intéressant à faire pour découvrir peut-être vous ne savez peut-être pas que vous avez des collègues qui connaissent super bien certains outils et qui pourraient mettre à profit cette expertise pour votre équipe. Alors ici, je vais faire un petit focus sur Miro parce que c'est l'outil que nous on utilise le plus. Je vous rassure, on n'est pas actionnaire, on est juste convaincu de la valeur ajoutée. C'est un outil intéressant parce qu'il permet de ne pas juste être dans la conversation, comme parfois certains outils de vidéoconférence justement, mais vraiment dans l'interactivité. Les possibilités sont infinies. Ici, je donne quelques exemples. Il peut servir au brainstorming, à l'établissement de parcours client, du mind mapping aussi, si vous voyez l'espèce de toile d'araignée. Il y a vraiment des exemples à l'infini. Évidemment, comme tout outil, il a son avantage et son désavantage. Son avantage, c'est que les participants peuvent accéder à votre tableau blanc géant et à vos exercices sans avoir de compte. Donc ça, c'est facile. Par contre, il faut l'utiliser en combinaison d'un autre outil d'appel, donc Teams ou Zoom, parce qu'on ne peut pas passer d'appel directement via Miro. Ça ralentit vraiment l'outil. Mais les possibilités offertes sont innombrables. Donc ici, j'ai mis quelques exemples, mais je vais peut-être vous montrer en live. C'est encore plus impressionnant, comme je vous disais, le mind mapping. Ici, on a ici, on est sur la création de valeur dans l'entreprise. Ici, on est dans un parcours client. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans ce tableau, non seulement vous pouvez créer des post-it, comme je vous l'ai montré et comme vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, mais vous avez accès à énormément de templates de Canva, qui ont déjà été créés et qui permettent vraiment de réaliser à peu près tous les exercices que vous pouviez imaginer, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de parcours client, de mind mapping, l'exercice dont je vous parlais tout à l'heure, l'écriture de cerveau, entre guillemets, des matrices de priorisation. Et c'est vraiment assez simple d'utilisation. Je ne sais pas si vous fonctionnez en mode agile, il y a moyen d'utiliser le mode agile. Je peux vous montrer un exemple. Si on prend par exemple le mind mapping, c'est assez facile. Je choisis un template, soit déjà pré-rempli, soit blanc. Je l'installe quelque part dans mon tableau et puis en fonction de mon sujet, je complète. Donc si mon sujet, ce sont les subsides, voilà. Et j'ajoute des idées, je rajoute des branches, je les déplace, je change la disposition. C'est un outil qui est vraiment très intuitif et qui permet de s'adapter à plein de sujets différents. Voilà. Ça, c'était juste une intro. Si vous avez des questions plus détaillées après, je pourrais encore y revenir. Je vais revenir à ma présentation pour quelques minutes encore. Pour terminer, en quelques mots, pour bien conclure un atelier digital, il est très important de remercier les participants et de leur envoyer par la suite un compte rendu, ou tout du moins les slides, pour poursuivre ces interactions. Comme je vous l'avais montré avec le petit schéma avant, la partie après est super importante. Ne pas hésiter à leur demander d'envoyer des commentaires par rapport à ce qui a été fait pendant la réunion pour encore faire évoluer la matière générée pendant l'atelier. Ne pas hésiter à débriefer avec eux l'atelier si c'est la première fois ou une des premières fois que vous l'organisez. Vous pouvez leur demander leur feedback directement ou bien quelques jours après. C'est vraiment avec l'expérience qu'on s'améliore. Et donc, pour mettre ces bons conseils en pratique, moi, je tenais à vous remercier pour votre intérêt dans ce domaine de notre expertise. On mettra bien sûr à votre disposition la présentation et l'enregistrement de la séance qui vous seront envoyés par mail dans les jours qui viennent. Et on vous enverra également un questionnaire pour connaître un peu votre taux de satisfaction par rapport à ce webinaire. Si vous avez des bonnes suggestions d'amélioration pour la suite, on vous écoutera avec grand plaisir. C'est ici que se termine mon monologue.
Donc voilà, c'est juste une petite note. Moi, personnellement, je suis convaincue des possibilités offertes par tous ces outils, s'ils sont exploités vraiment de concert avec une attention particulière pour le côté humain. Donc voilà, j'ai été ravie de partager ça avec vous et j'ai hâte d'entendre vos questions. On va vous laisser peut-être un peu de temps pour écrire des questions dans l'outil. J'ai vu que quelques personnes ont déjà posé des questions, mais je pense qu'on a déjà tout répondu pendant la présentation. Je vois qu'il y a une question assez détaillée sur un atelier qui doit être organisé avec 30 participants. Pour élaborer un plan stratégique pour la future PAC en concertation avec les parties prenantes suivantes, syndicats agricoles, environnementaux, cabinets politiques, administration. Nous devons recueillir des idées parfois très contradictoires. Le nombre de participants est supérieur à 30 personnes. Je les organise en présentiel actuellement, mais comment puis-je le faire par Teams? Variante séquencée de réunion. Merci. On a pour le projet Challenge Plastic, par exemple, au sein du SPV, c'était aussi avec les différents parties prenantes, comme aussi des parties externes, des organisations, des petits entrepreneurs, etc. Là, on a aussi organisé une session digitale avec Teams. Et comme Colline a déjà expliqué, on a simplement partagé aussi ou essayé de partager, de couper en différentes sessions les différents participants. Donc, ça veut dire, on a organisé une session d'une demi-heure pour simplement expliquer l'objectif de la session. Et après, on a organisé différentes sessions Teams. Donc, ça veut dire différents liens. Et on a coupé la groupe en 5 groupes. Donc, on a créé 5 différents liens avec les différents tables, comme Colline a aussi présenté pendant la présentation. On a laissé au groupe 30 minutes pour avoir un certain avis sur un certain objet. Et après, on a eu une réunion avec tout le monde pour vraiment présenter les différentes opinions de ces différents groupes. Si c'est avec des différentes parties prenantes qui sont très différents et qui ont vraiment des opinions contradictoires, c'est très important de gérer quel participant va se connecter dans quel lien, dans quel groupe exactement, d'avoir vraiment ces différents avis contradictoires dans les différents groupes. Donc pour un grand groupe de personnes, par exemple 30 personnes, notre avis, je pense, peut-être Colline va encore compléter mon explication, mais là, notre avis, c'est vraiment de couper cette groupe dans différents petits groupes pour vraiment avancer, parce que sinon, dans une réunion digitale avec 30 participants, si tout le monde va donner leur avis, 30 minutes est déjà passé et on va encore trouver un consensus. Donc là, ça a vraiment une valeur ajoutée de couper la groupe dans différents petits groupes. Colline, je ne sais pas si tu as encore... Je pense que tu l'as déjà mentionné, mais moi j'insisterai vraiment sur l'importance de la composition des groupes à l'avance. Vous connaissez vos acteurs, vous connaissez vos parties prenantes, établissez vraiment des groupes équilibrés et qui tiennent compte de ces différents avis. Parce que tous les avis méritent d'être entendus.
Et dans cette future PAC, je suppose c'est politique d'agriculture commune, il va falloir, politique agricole commune, par contre, il va falloir tenir compte de tous ces avis. Et donc, vos groupes doivent être bien équilibrés à l'avance pour que chaque groupe puisse discuter de ces différents avis et qu'après on vienne avec des propositions concrètes quand on se réunit tous ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit productif effectivement de tenir une séance à plus de 30 participants. Vous allez vous perdre. Je pense aussi le team Miro peut-être elle peut aussi avoir une valeur ajoutée dans ce cas. Comme ça, les différentes questions qui doivent être résolues par les différents groupes peuvent être vraiment préparées par la facilitateur. Et là, c'est vraiment possible de travailler sur quelque chose de concret et ne pas trop laisser les différents groupes d'arriver sur différents sujets. Le Team Miro est aussi gratuit pour quelques tableaux blancs. Donc, c'est possible d'essayer d'expérimenter un peu avec cet outil. Pour ce webinaire, vous employez Miro seul ou bien faut-il aussi le lier à Zoom ou Teams? Qu'avez-vous employé ici? Pour ce webinaire, parce que c'était plutôt un monologue, on va dire, c'était pas vraiment l'objectif d'avoir une vraie interaction. On a utilisé l'outil GoToWebinar, mais si l'objectif c'est d'avoir vraiment de l'interaction, notre avis c'est de travailler avec Teams ou avec Zoom. Et ce qu'on fait, c'est le facilitateur va simplement partager son écran, comme ça tout le monde a le même vue au même moment. Mais sur le Team Miro, c'est aussi possible de partager les liens et comme ça, tout le monde peut travailler au même temps sur l'outil, donc sur ce tableau blanc. Et ça veut dire que ça va être vraiment en live, cette co-création, on va dire. Mais si l'objectif, c'est vraiment d'avoir une interaction, notre avis, c'est plutôt d'utiliser des outils comme Teams ou comme Zoom, par exemple. Mais en fait, l'intérêt d'utiliser les deux en combiné, c'est que Teams, ça permet vraiment d'avoir cet effet de parole et visuel de la vidéo, de voir un peu les réactions des uns et des autres. Et Miro, vraiment de voir l'activité des personnes en live. Donc ici, je suis toute seule, par exemple, dans ce tableau blanc, puisque c'était une présentation. Mais si on faisait vraiment cet exercice en live avec tous les participants, c'est simple, je peux ici leur partager un lien. Je copie le lien dans le chat de Réunion Teams, par exemple. Tout le monde y accède directement, comme je le disais, sans se créer de compte. Et ici, je vais avoir toutes des petites icônes qui vont correspondre aux divers participants et je vais voir toutes les flèches qui bougent. Donc, chacun qui se déplace dans le tableau et chacun qui peut venir coller des post-it simultanément. Et donc, voilà, c'est vraiment cet effet interactif qui est recherché ici. Donc, je pense effectivement que ça a de l'intérêt d'utiliser les deux ensemble. Dans les faits, Miro offre une fonctionnalité de chat. Je vous conseille vraiment pas de l'utiliser parce que ça ralentit l'outil et c'est vraiment pire que tout. Donc, pour moi, la meilleure combinaison, c'est effectivement un outil de vidéoconférence et Miro. Miro comme support et l'outil de vidéoconférence comme moyen de communication. Les fonctionnalités montrées ici sont toutes gratuites. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il y a une version gratuite de Miro en tout cas. Je pense là c'est possible de créer 2 ou 3 tableaux blancs. Je pense qu'il y a aussi un maximum sur les utilisateurs qui peuvent entrer dans le tableau blanc en même temps, mais en tout cas, il y a une version gratuite que vous pouvez déjà utiliser et expérimenter et voir si ça a une valeur ajoutée. En tout cas, je sais aussi que le coût de Miro, c'est pas non plus le monde, on va dire. C'est un coût de licence, mais j'ai pas les chiffres exacts pour le moment ici. Oui, ça dépend en fait du nombre d'utilisateurs que vous allez avoir et du nombre de tableaux. Mais allez, pour certaines formules, commencent à 3 $ par mois, donc c'est vraiment rien du tout, c'est 2 € quelque chose. Des formules plus complexes, c'est 10 $ par mois et vous avez là accès à un nombre de tableaux incroyable. Donc effectivement, c'est pas un software à des milliers d'euros à acheter, vous payez vraiment en fonction de votre utilisation. Voilà.
On va vous aussi partager la présentation et là, vous trouvez aussi un lien vers plus d'informations sur l'outil Miro. Encore des questions? S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut déjà dire un grand merci à Colline, en tout cas, pour la présentation. C'était très clair. Et aussi de remercier tout le monde pour être présent. J'espère que ça a été très intéressant pour vous. Et si vous avez des questions, nos coordonnées sont aussi sur la présentation, donc vous pouvez toujours encore nous envoyer des questions. Oui, donc comme Laura l'a dit, j'ai mis à la fin le lien vers Miro si vous souhaitez vous renseigner, vers un case qu'on a écrit et également sur d'autres outils digitaux qu'on a utilisés pendant le Covid. Et nos coordonnées sont ici. Donc si vous avez des questions par la suite, que ce soit sur les outils ou sur les techniques, il ne faut pas hésiter à nous coordonner, à nous contacter via nos coordonnées et on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, une bonne journée à vous. Au revoir.